Voilà, nous allons commencer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce webinaire que nous allons consacrer aux frais de garde d'enfants. Alors, vous avez répondu massivement à cette invitation, nous vous en remercions. Ceci dit, tout à fait honnêtement, nous ne nous attendions pas à un tel succès. Ça démontre évidemment l'attente du secteur pour obtenir des informations complémentaires et nous espérons que ces séances d'information se déroulera sans problème technique lié au nombre de participants, vu que vous êtes très nombreux. Nous reviendrions vers vous si jamais il devait en être autrement, mais en principe, tout devrait bien se passer. Alors, nous avons tout mis en œuvre pour rendre ce webinaire aussi instructif que possible afin de permettre aux organismes de remplir au mieux leurs obligations fiscales. Le webinaire fera l'objet d'un enregistrement que nous mettrons à votre disposition afin que vous puissiez revisionner les présentations. Nous mettrons également à votre disposition le PowerPoint qui va vous être présenté. Alors, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Valérie Gravé. Je travaille dans le service de soutien au management de l'administration des particuliers au niveau de l'administration générale de la fiscalité. Ce service est en fait chargé de veiller à ce que les objectifs qui sont à la base des nouvelles dispositions légales en matière de frais de garde d'enfants soient atteints, à savoir l'octroi automatique des avantages fiscaux liés aux frais de garde dans la déclaration des parents. Alors, passons à l'ordre du jour. Quel sera le contenu de ce séminaire? Nous commencerons d'abord par quelques consignes et une introduction sur le sujet qui va nous occuper. Dans un deuxième temps, mon collègue du service IPP viendra vous parler du nouveau modèle obligatoire d'attestation en matière de frais de garde d'enfants. Ensuite, nous accueillerons le collègue du service Belcotax on Web qui viendra vous parler de la rentrée électronique des données par les organismes de garde. Alors, commençons par quelques consignes. Comme vous êtes très nombreux, je vous le disais, vous ne disposez pas de la possibilité d'activer votre caméra et votre micro durant cette séance d'information. Comme convenu, par contre, il vous sera possible de poser vos questions dans la conversation de la réunion. Vous voyez ici sur le PowerPoint l'onglet que vous pouvez utiliser pour poser vos questions. Par contre, nous vous demandons de n'utiliser ce chat que pour poser vos questions et de l'utiliser avec une certaine parcimonie. Vous êtes en effet plusieurs centaines, comme vous pouvez le constater, et nous avons des collègues qui vont lire les questions au fur et à mesure, mais qui devront identifier les questions qui ne se trouvent pas déjà réponses dans la documentation à votre disposition et identifier les questions auxquelles que nous allons traiter en priorité dans le cadre de la réunion. Sachez d'ores et déjà que les questions qui seront traitées en priorité seront des questions qui nécessitent des démonstrations au niveau des écrans, c'est-à-dire plutôt ce qui est lié à la rentrée électronique des fiches. Nous vous remercions en tout cas de votre compréhension par rapport au fait d'utiliser le chat avec parcimonie. Alors passons maintenant à l'introduction. Alors pourquoi ces nouvelles dispositions légales en matière de frais de garde d'enfants? Alors tout d'abord, bénéficier d'un avantage fiscal pour la garde de ses enfants n'est pas une nouveauté. Depuis des années déjà, les organismes de garde doivent fournir aux parents une attestation afin qu'ils puissent bénéficier de cet avantage. La législation relative aux conditions d'éduction n'a pas changé. Simplement, la loi prévoit maintenant un modèle officiel qui doit impérativement être utilisé pour pouvoir bénéficier de la réduction. Sur ce modèle officiel, il est prévu que les numéros nationaux du parent et des enfants soient renseignés. Et cela est essentiel afin d'atteindre l'objectif que le législateur a poursuivi en élaborant cette nouvelle obligation. Il a en effet prévu qu'en plus de l'utilisation du modèle légal, les données soient transmises à nos services de manière électronique. La présence du numéro national permettra de pré-remplir la déclaration fiscale des parents. En intégrant les frais de garde dans TaxonWeb et dans les propositions de déclaration simplifiée, nous garantirons ainsi que les parents bénéficient des avantages auxquels ils ont droit. Nous savons que la rentrée électronique pose des difficultés aux organismes de garde, et notamment aux petites structures. C'est pourquoi l'équipe Belcotax on Web a développé des outils qui devraient permettre de simplifier le travail.
ils vont vous les présenter dans le cadre de ce webinaire. Si malgré tous les outils mis à votre disposition, malgré toutes les possibilités de rentrer de manière électronique les données, certains organismes ne disposent pas des moyens informatiques pour rentrer les données de manière électronique. Sachez que la loi les en dispense le temps nécessaire pour qu'ils les acquièrent. Cette dispense, je le rappellerai à la fin de la réunion, mais cette dispense ne devra pas faire l'objet d'une demande auprès de nos services. Elle s'impose de facto. Alors, voilà pour l'introduction. Je vais maintenant céder la parole à mon collègue du service impôt des personnes physiques qui va vous donner des directives relatives à l'attestation 281.86, qui est le numéro porté par l'attestation pour les frais de garde d'enfants. Je lui cède la parole. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Thomas Mézeret, je travaille au service impôt des personnes physiques de l'administration générale de la fiscalité et je vais donc vous présenter les obligations légales qui incombent aux organismes de garde ainsi que le nouveau modèle d'attestation. Dans le cadre de la réduction d'impôt, Dans le cadre de la réduction d'impôt pour les frais de garde d'enfants, il existe en vertu des articles 8, 4e et 10 de la loi programme du 20 décembre 2020, une obligation dans le chef des organismes de garde de délivrer une attestation fiscale aux contribuables qui ont effectué les dépenses relatives à la garde. La délivrance de cette attestation est une condition à l'obtention de la réduction d'impôt dans le chef du contribuable, et ce, en vertu de l'article 145-35, alinéa 2, 4e, du Code des impôts sur les revenus 1992. Pour les activités de garde qui sont organisées à partir de la publication du nouveau modèle d'attestation, c'est-à-dire à partir du 27 janvier 2022, ce nouveau modèle, à savoir l'attestation 281.86, doit être utilisé. En vertu des articles 323.2 du Code des impôts sur le revenu et 63.18.8 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur le revenu, l'obligation de transmettre les données à l'administration par voie électronique s'applique également à ces activités. Pour ce faire, les données des attestations doivent être envoyées à l'administration fiscale, et ce via l'application Belcotaxon Web avant le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle les dépenses pour frais de garde se rapportent. En ce qui concerne maintenant l'établissement de l'attestation 281.86, celui-ci et l'envoi électronique des données doit légalement se faire par l'organisme qui a effectué la garde. Afin de vous aider au remplissage de cette attestation, vous pouvez trouver la documentation à la matière en ligne au lien suivant, qui est repris dans le PowerPoint. Au sein de ce lien, vous trouverez l'attestation 280.86, un guide au remplissage de l'attestation, ainsi la circulaire 2022-C104 qui reprend les différentes FAQ détaillées en la matière et reprend des exemples concrets pour vous aider à comprendre au mieux cette matière. L'avis établissant l'attestation en cause est également accessible sur le site du Moniteur belge aux références reprises dans ce PowerPoint. En ce qui concerne maintenant le contenu de cette attestation, voici les différentes rubriques que l'on va parcourir ensemble. La première concerne donc l'année des dépenses. Les dépenses pour garde d'enfants entrent en considération pour la réduction d'impôt pour l'année au cours de laquelle elles ont effectivement été payées. Ceci signifie que vous pouvez mentionner dans l'attestation uniquement les dépenses et les jours de garde correspondants qui sont effectivement payés au cours de l'année pour laquelle l'attestation est délivrée, à condition toutefois que la garde ait effectivement eu lieu. J'attire votre attention sur le fait que les données correspondant aux jours d'absence ne peuvent pas se retrouver sur celle-ci. En effet, ne sont à déclarer que les données correspondant aux jours de présence. La loi ne permet pas l'octroi de la réduction d'impôt pour des gardes qui n'ont pas eu lieu. Il vous appartient ensuite de remplir les coordonnées complètes de l'organisme ou de la personne qui a assuré la garde. Mentionnez également le numéro de la BCE, sauf si l'organisme ou la personne en cause n'en dispose pas. L'attestation 281.86 est composée de deux cadres, le cadre 1 et le cadre 2.
L'organisme de garde doit compléter les données de toute l'attestation, donc aussi bien les données du cadre 1 que celles du cadre 2. Le remplissage du cadre 1 permet aux personnes et aux organismes de garde, de certifier qu'ils ont reçu, selon le cas, une autorisation, un agrément, un subside et de quel organisme certificateur ils l'ont reçu. Veillez donc à remplir de manière complète les coordonnées de l'organisme certificateur en cause. Cependant, dans les deux cas suivants, l'organisme de garde ne doit pas compléter le cadre 1. Premier cas, si la garde est directement payée à l'organisme certificateur. C'est généralement le cas lorsque cet organisme organise lui-même la garde. Par exemple, une plaine de jeux organisée par la commune pendant les vacances ou la garde d'enfants organisée le midi par une école. Deuxième cas, s'il s'agit de garde à domicile professionnel d'enfants malades. En ce qui concerne maintenant le cadre 2 de l'attestation, vous devez tout d'abord mentionner le numéro d'ordre de celle-ci, qui peut être composé de chiffres, lettres et ou de mots. Ensuite, le débiteur des frais de garde à identifier est la personne à qui incombent normalement les frais de garde et qui les paie ou les supporte. Les données d'identification du débiteur sont nécessaires pour pouvoir attribuer l'attestation au dossier fiscal de la personne concernée. De cette manière, les dépenses peuvent, à terme, être pré-remplies dans la déclaration d'impôt à l'impôt des personnes physiques. De cette façon, la charge administrative pour le citoyen est réduite. Il est à noter qu'en tant qu'organisme de garde, vous avez l'autorisation de collecter, de traiter et de communiquer au SP Finance le numéro d'identification du registre national du débiteur des dépenses en cause, mais cette autorisation ne vaut uniquement qu'à des fins d'identification. L'organisme qui assure la garde complétera encore les coordonnées de l'enfant, et ce pour chaque enfant de moins de 14 ans ou pour chaque enfant gravement handicapé de moins de 21 ans et pour lesquels les dépenses de garde sont payées. À partir de son 14e ou 21e anniversaire, les dépenses pour la garde d'enfants n'entrent plus en considération pour la réduction d'impôt et la dépense ne peut plus être reprise sur l'attestation que vous établissez. J'attire votre attention sur le fait que vous devez tenir compte de l'âge réel de l'enfant au moment où il a été gardé, et non pas de l'âge au 1er janvier de l'année d'imposition ou au moment de la dépense. Par exemple, Juliette, 14 ans. Juliette a 14 ans le 6 août 2023. Elle participe à un camp sportif du 14 août 2023 au 18 août 2023. Sa mère paie à cet effet 200 € le 1er août. Cette dépense ne peut pas être mentionnée sur l'attestation car Juliette avait 14 ans au moment de la garde. En ce qui concerne maintenant la période pendant laquelle l'enfant a été gardé, 4 peuvent être mentionnées dans l'attestation, chacune correspondant à une durée de garde regroupée par tarif journalier. Vous délimitez vous-même les périodes de garde pour lesquelles les dépenses ont été effectivement payées pendant l'année. Il est également possible d'établir plusieurs attestations par enfant, parce que l'organisme de garde choisit d'établir une attestation par type de garde, par exemple. Le nombre de jours de garde à mentionner correspond au nombre de jours de garde pour lesquels les dépenses ont été effectivement payées pendant l'année et pour lesquels il y a eu une garde effective. Vous ne devez pas tenir compte de la durée de la garde par journée et les jours d'absence ne peuvent donc pas être comptabilisés. Vous ne mentionnez ensuite le tarif journalier que s'il excède le montant maximum par jour de garde et par enfant, à savoir 15,70 €, montant valable pour les dépenses effectuées en 2023. Comme le montant maximum par jour de garde et par enfant est indexé depuis l'exercice d'imposition 2021, celui-ci est susceptible d'évoluer d'année en année. Vous devez donc vous renseigner chaque année sur la limite applicable à l'année des dépenses concernées. Pour le montant perçu, il est essentiellement égal au nombre de jours multiplié par le taux journalier. Attention toutefois aux cas de coparentalité. Ceux-ci sont notamment largement détaillés dans les FAQ, notamment au point 387 et 396. Les FAQ sont reprises en lien au sein de ce PowerPoint. Pour illustrer un peu tout cela, voici un exemple. Margot est gardée entre le 1er février 2023 et le 31 mars 2023, 20 jours complets et 10 demi-journées au sein d'un organisme de garde. Les tarifs sont, pour les jours complets, 25 € et pour les demi-journées, 15 €. Il y a donc deux tarifs différents.
nous allons mentionner deux périodes. La période 1 au tarif de 25 € et la période 2 au tarif de 15 €. L'accueil de l'enfant, journée et demi-journée, se fait entre le 1er février 2023 et le 31 mars 2023. Les dates à mentionner sont identiques pour les deux périodes. Nous indiquons le nombre de jours, quelle que soit la durée de l'accueil, les 20 journées complètes et les 10 demi-journées. Un des deux tarifs ici dépasse le montant maximum de 15,70 € par jour. Mentionnez dans ce cas tous les tarifs applicables, donc aussi le tarif inférieur à 15,70 €. Le montant perçu est égal, lui, au nombre de jours multiplié par le tarif journalier. Enfin, vous renseignez l'identité de la personne habilitée à représenter l'organisme de garde ou représentant la personne qui assure la garde en complétant le nom et la qualité de cette personne. Cette dernière signe ensuite l'attestation. Voilà qui clôture l'analyse de l'attestation 280.86. Merci pour votre attention. Je passe maintenant la parole à mon collègue. Bonne journée. Bonjour, je me présente, je suis Laurent Titz et je travaille au SPF Finance en tant que gestionnaire de l'application Belcotax on web. Et donc, je vais vous présenter la façon d'introduire vos attestations frais de garde via l'application Belcotax. Donc, je vais commencer par vous résumer les étapes nécessaires pour avoir d'abord accès à l'application et ensuite, je présenterai deux façons d'introduire vos attestations via l'application. Donc, la première chose à considérer lorsqu'on va avoir accès, c'est se poser la question de si on dispose ou pas d'un numéro d'entreprise pour l'organisme pour lequel on veut émettre les attestations. Donc, si c'est le cas, il y a deux cas de figure. Il faut voir si vous êtes administrateur ou gérant, et donc ça, c'est au niveau de la banque Carrefour des entreprises. Si c'est le cas, vous avez automatiquement accès à Belcotax. Si ce n'est pas le cas, il faut que le gestionnaire local d'accès de votre entreprise vous attribue un rôle pour l'application Belcotax on web. Donc, l'attribution des rôles est décrite dans un manuel, et donc c'est pas l'objet de cette réunion, mais je parcourrai les pages avec la documentation relative à l'attribution des rôles. Donc, une fois que c'est le cas, comme pour un administrateur, vous avez alors accès à l'application Belcotax on web via votre carte d'identité. La deuxième possibilité, par rapport au fait d'avoir un numéro d'entreprise, c'est si vous n'en avez pas. Donc, ça peut être le cas pour une personne physique ou une association de fait qui organise une garde. Dans ce cas-là, il faut que vous nous envoyiez un formulaire pour demander un accès à Belcotax on web, en expliquant évidemment pourquoi vous avez besoin de cet accès pour les attestations de garde. Donc, on parcourra aussi la page où vous pouvez trouver le formulaire de demande d'accès. Dans tous les cas, vous avez alors accès à Belcotax via votre carte d'identité ou une méthode de connexion alternative telle que It's Me. Voilà, une fois que vous avez accès à l'application Belcotax on web, vous avez deux possibilités pour introduire les fiches. Soit vous pouvez nous envoyer un fichier XML, soit vous faites un envoi par encodage via les écrans. Donc, si vous faites un envoi par encodage via les écrans, c'est évidemment uniquement possible à partir du moment où l'application est ouverte, et l'application ouvre en février de l'année qui suit l'année de paiement des frais de garde. Donc, cet encodage via les écrans nécessite évidemment plus de temps que si vous avez un fichier qui est généré, et donc il est plutôt recommandé pour un nombre limité de fiches. La deuxième possibilité, donc l'envoi par fichier, nécessite que vous nous envoyiez un fichier XML. Alors, pour vous aider à générer ce fichier XML, nous vous mettons à disposition un outil d'aide qui s'appelle BaoConvert 86, qui permet de générer
un XML. Alors, on va commencer par expliquer le principe général pour l'utilisation de cet outil BioConvert 86. Ensuite, je vous ferai une démonstration de cet outil. Dans un second temps, on fera aussi une démonstration de l'envoi par encodage dans les écrans. Donc, pour utiliser l'outil BioConvert 86, on vous recommande d'aussi travailler avec un fichier Excel, même si ce n'est pas obligatoire. Nous mettons à disposition un fichier Excel avec toutes les colonnes nécessaires qui reprennent les différentes données nécessaires dans l'attestation et qui ont été décrites par mon collègue avant. Donc, une fois que vous avez collecté toutes les informations nécessaires pour les différentes attestations, vous devez télécharger l'application BioConvert 86 que vous ouvrez. Vous allez voir dans un instant qu'il y a 4 onglets différents. Il faut compléter les données qui sont demandées dans les 4 onglets. Et une fois que tout est complété, vous validez les différents onglets et vous avez une possibilité de convertir, enfin de générer un fichier XML à partir de données qui ont été complétées. Ensuite, une fois que vous avez votre fichier XML, il y a une étape technique. On vous demande de zipper le fichier. Donc, il faut vraiment que ce soit au format .zip et pas un format compressé alternatif, par exemple .rar ou .7zip ou autre. Hein. Donc, vraiment, c'est vraiment nécessaire que ce soit un fichier zip. Et une fois que vous avez ce fichier zippé, vous vous connectez à l'application Belcotax on Web et vous nous envoyez ce fichier via une option que je vous montrerai. Donc, je vais vous faire une démonstration de l'outil. Pour ça, je vais devoir sélectionner, voilà. Voilà. Donc, j'ai déjà pré-rempli certaines données pour ne pas devoir taper tout en live devant vous, mais je vais parcourir les différentes options que j'ai complétées afin de vous expliquer le principe. Donc, le premier champ, c'est l'année de paiement. Hein. Donc, ici, j'ai pris une garde qui aurait eu lieu en 2022. Le type d'envoi, c'est ce champ-là. Vous devez toujours laisser la valeur 0. Au niveau du nom, vous indiquez le nom de celui qui va faire l'envoi. En général, il va s'agir de l'organisme de garde. Hein. Donc, c'est celui qui fait l'envoi dans Belcotax on Web. Si c'est l'organisme de garde même, évidemment, c'est ces coordonnées que vous allez indiquer. Mais si jamais un prestataire de service effectuait l'envoi des attestations frais de garde pour cet organisme. Ah oui, je vais peut-être agrandir un petit peu l'écran. Je vais repartager pour que ce soit plus grand. Voilà, c'est peut-être plus lisible. Donc voilà. Donc au niveau de l'organisme expéditeur, donc soit c'est l'organisme de garde lui-même, ce qui sera le cas le plus courant, ou ça peut être un autre prestataire de service. Donc ici j'ai indiqué un expéditeur fictif, SPF Finance Test. J'ai mis un numéro d'entreprise, une adresse, voilà, qui est une adresse fictive. Vous pouvez choisir ensuite dans le menu déroulant un pays, indiquer une personne de contact, un numéro de téléphone et une adresse email. Donc, il est vraiment important d'indiquer une adresse email qui est valide, puisque c'est via cette adresse email qu'on va envoyer les accusés de réception de votre fichier XML et que donc vous aurez confirmation que votre envoi est bien passé. C'est aussi par cette adresse email qu'on vous contactera si jamais il y a un problème avec votre envoi.
choisissez ensuite une langue pour l'expéditeur. Ensuite, quand on passe au deuxième onglet, celui pour l'organisme de garde, voilà, vous devez choisir s'il s'agit d'une personne morale ou d'une personne physique. Indiquer de nouveau le numéro d'entreprise. Ensuite, vous avez un champ un peu spécifique, c'est celui du numéro de division. Donc ce champ, il est prévu dans le cas où on a plusieurs établissements qui envoient des fiches pour le même numéro d'entreprise. Donc c'est typiquement le cas où on a par exemple une commune, où on a la commune qui envoie des fiches, une école, une crèche, etc. Dans le système Belcotax, on a que toutes les toutes les fiches sont liées au numéro d'entreprise et vont avoir le même nom. Donc pour éviter que pour les fiches de salaire de la commune, on ait le nom de la crèche qui apparaisse, on peut utiliser un numéro de division. Donc ça nécessite une coordination au niveau du gestionnaire d'accès, par exemple, qui va attribuer à chaque établissement un numéro de division spécifique pour que toutes les fiches de la crèche voient le nom de la crèche et pas les coordonnées de l'école ou de la commune, et ainsi de suite. Donc ici, dans l'exemple, je choisis par exemple le numéro de division 20 qui aura été choisi en coordination avec les autres utilisateurs pour ce numéro d'entreprise. Ensuite, vous choisissez les langues qui sont pertinentes pour votre organisme de garde et vous complétez les données dans les différentes langues qui auront été choisies. Vous pouvez, voilà, le code postal, choisissez un pays. Au niveau de la personne de contact, c'est une donnée facultative. Vous n'êtes donc pas obligé de compléter ces données, ce que je n'ai pas fait ici. On peut passer au troisième onglet, qui est l'onglet certificateur. Alors, j'ai choisi d'indiquer les données d'un certificateur qui serait l'ONE dans ce cas-ci. Vous devez ensuite indiquer l'autorisation. Donc, il y a 4 valeurs possibles. Si vous voulez connaître la signification de ces valeurs, vous cliquez sur le point d'interrogation. Et vous avez la liste avec les options et la description de ces options. Vous pouvez aussi, voilà, il y a aussi des dates de début et de fin. Ça, ce serait pour les organismes qui ne seraient agréés que pour une partie de l'année. Ensuite, on peut enfin passer sur l'onglet principal, qui est l'onglet fiches, et dans lequel vous reprenez toutes les données des attestations. Donc, comme je l'avais indiqué, pour cela, on peut utiliser un fichier Excel pour collecter les données. Je vais vous montrer le fichier Excel modèle que nous mettons à disposition et qui a déjà été pré-rempli. Donc, je vais passer sur le fichier Excel. Voilà. Voilà, donc vous voyez que c'est un fichier Excel qui contient un certain nombre de colonnes. Donc voilà, vous avez la référence de l'attestation, les données de l'enfant. Donc son numéro national ici, c'est un numéro évidemment fictif, nom, prénom, date de naissance, adresse, un code postal, une commune, et puis un code pays. Au niveau des codes pays, vous pouvez les trouver via l'application BookConvert que je vais montrer tout de suite. C'est plus facile que, enfin, via l'Excel, vous devez juste reprendre la valeur qui est indiquée dans le BookConvert. Au niveau des débiteurs qui payent les frais de garde, vous avez les mêmes informations, donc le numéro national, nom, prénom, l'adresse, le code postal, la commune et encore une fois le code pays. Ensuite, vous avez les données des périodes, jusque 4 périodes peuvent être indiquées sur une attestation.
Donc, vous avez la date de début, de fin, le nombre de jours, le tarif et le montant, comme cela a déjà été parcouru précédemment. Donc, vous pouvez compléter les données pour 1, 2, 3 ou 4 périodes dans une attestation. Alors, il est toujours important de toujours compléter d'abord les données de la première période, puis de la deuxième, puis de la troisième, puis de la quatrième. Vous ne pouvez pas émettre une attestation avec aucune donnée de période. Donc, une fois que vous avez complété vos données, vous pouvez donc les copier dans Excel et retourner vers le BioConvert. Donc, je vais dans le BioConvert. Alors, vous devez sélectionner la première case utilisable dans le BioConvert, c'est-à-dire la case votre référence, la première ligne, et vous avez une option coller. Donc, c'est important d'utiliser ce bouton coller et de ne pas essayer de faire le collage d'une autre façon, de telle sorte que vraiment toutes les données qui avaient été indiquées dans Excel se retrouvent dans le BioConvert. Donc, vous avez les différentes données. Voilà, et au niveau du code pays que j'avais mentionné, vous avez la liste déroulante des pays. Donc, si vous voulez voir le code pays de la France, de l'Allemagne ou d'un autre pays, vous pouvez l'obtenir ici via la liste déroulante dans le BioConvert. Ici, je me remets sur la Belgique. Vous avez encore une autre option qui est d'indiquer un numéro de première fiche qui est différent de 1. Donc ça, c'est une donnée technique dans Belcotax. Quand vous envoyez différents fichiers dans Belcotax on Web, vous ne pouvez pas envoyer 2 fois le même numéro de suite. Donc vous devez avoir un numérotage continu. Donc si vous envoyez d'abord les fiches 1 à 20, eh bien, et que vous voulez faire un second envoi, votre second envoi doit commencer à 21. Donc, vous devez prendre note et enregistrer le numéro auquel vous étiez arrivé et toujours faire en sorte d'avoir une numérotation continue. Si vous essayez d'envoyer 2 fois une fiche avec le même numéro de suite, le deuxième envoi qui va essayer de renvoyer une fiche avec un numéro de suite qui avait déjà précédemment été envoyé sera refusé, avec un message d'erreur qui vous expliquera pourquoi, donc pour que vous sachiez pourquoi il est refusé. Donc, une fois que vous avez donc complété toutes vos données, vous pouvez valider votre onglet. Donc, ceci, ça vous permet de voir que vous n'allez pas, vous respectez toutes les règles qui sont validées et que votre fichier sera bien validé une fois qu'il sera envoyé. Cette option vous permet aussi de voir des éventuelles fautes que vous auriez et de les corriger. Je vais faire un exemple de faute volontaire, de telle sorte que vous puissiez voir comment corriger une erreur. Donc, imaginons que pour la fiche 10, on a une journée et que le tarif soit de 100 et le montant total est 50. Évidemment, c'est pas correct. Quand vous essayez de valider, ah oui, non, oui, c'est plutôt l'inverse, parce que pour les cas de coparentalité, ça doit toujours être inférieur, donc il se pourrait que le tarif soit 100, mais que vous payez que la moitié puisqu'il y a une coparenté. Mais si par exemple, on a un tarif qui est de 20, le montant payé ne peut pas être de 50. Donc si vous validez, vous allez avoir une erreur. Donc le montant pour cette période est incorrect. Donc pour trouver l'erreur, vous allez voir qu'il y a une première colonne erreur qui indique où se trouve l'erreur. Donc, vous savez facilement identifier qu'à la ligne 10, vous avez une erreur. En consultant le message d'erreur, vous pouvez aussi voir qu'il s'agit d'une erreur dans la période 1. Donc,
vous devez corriger cela en corrigeant soit le montant, soit le tarif. Ici, par exemple, je vais remettre que le tarif est de 50. Une fois que vous avez apporté votre correction, vous pouvez revalider l'onglet et constater que la validation s'opère bien correctement. Voilà, une fois que vous avez validé l'onglet fiche, vous pouvez aussi valider les différents onglets. Donc ici, ça a déjà été le cas, été fait, mais par certitude, vous pouvez le refaire. Et vous pouvez alors créer un fichier XML. Donc, une fois que le fichier XML a été créé, le bug convert vous indique à quel endroit le fichier a été sauvegardé. Donc, il est sauvegardé au même endroit, dans le même dossier où lequel se trouve le programme bug convert 86. Alors, via le bouton « Ouvrir le dossier de destination », vous pouvez ouvrir ce dossier pour retrouver votre fichier XML. Donc, je propose maintenant d'aller récupérer ce fichier. Je vais le zipper et je vais l'envoyer via l'application Belcotax on Web. Donc ici, je vais récupérer le fichier. Je vais partager... je vais arrêter. Je vais partager mon écran et récupérer mon fichier ici qui était le 0806. Donc via mon système, voilà, j'ai un programme spécifique pour zipper un fichier. Ah, on ne voit pas. Je vais repartager mon écran. Apparemment, on ne voit pas mon écran. Je vais revoir via une autre option. Voilà. Donc, une fois que j'ai retrouvé le dossier, toujours pas retrouvé. Bon, en fait, oui. Bon, apparemment, le partage du dossier, ça n'a pas l'air de fonctionner correctement. En fait, il suffit d'appuyer sur le bouton pour ouvrir le dossier et zipper le fichier. Il y a des programmes qui vous permettent de zipper un fichier sur les versions les plus récentes de Windows. Par défaut, vous pouvez compresser un fichier au format .zip via un clic droit et une option compression de fichier. Et alors, vous allez obtenir un fichier .zip. Ensuite, vous pouvez vous connecter à l'application Belcotax on Web. Je vais tout de suite partager mon écran une fois qu'on est connecté. Donc voilà, là je suis en train de me connecter pour vous montrer comment envoyer votre fichier zip une fois que vous l'avez généré. Donc je vais partager mon écran. Voilà.
Donc, voilà, normalement, vous devriez voir l'écran de connexion à Belcotax on Web. Je ne sais pas si c'est bien le cas parce que c'est un temps. Je vais voir parce que il y a un petit problème au niveau du partage de l'écran. Je sais pas, mon écran n'a pas l'air de se partager. Je vérifie dans les options si on voit mon écran. Non, on voit pas mon écran. Je vais essayer d'une autre façon de partager. Oui, je vais peut-être essayer ça. Oui, oui, je vais changer mon écran. Hop, je vais faire ça. Voilà. Celui-là. Ouais. Ah oui, oui, c'est le premier. Donc maintenant, il veut même plus cliquer. Ah. Si je... ah. J'ai un problème au niveau de la connexion. Je vais peut-être essayer de... Si je partage par ici, peut-être. Pas. Partager, rien du tout. Donc, ouais. Je vais quand même passer. Ça, manifestement, il y a un problème avec le partage. Si je retourne sur le PowerPoint. Voilà, là, ça a l'air de fonctionner.
Euh, et si- ouais. Ouais. Euh, Il n'y a plus rien, malheureusement. Il y a un petit souci technique. Ouais. Voilà, je vais peut-être prendre le relais pour essayer de répondre à déjà quelques questions qui ont été posées pendant que notre collègue essaie de régler le problème. Est-ce qu'on peut me confirmer qu'on m'entend bien? Ok, je vois que c'est en ordre. Donc, je passe en revue un petit peu quelques questions qui ont été posées. Je vais voir quelles sont celles auxquelles on peut déjà apporter une réponse. Donc, je vois ici une question notamment de la Ligue des familles qui parle de très nombreux parents qui continuent à recevoir des attestations qui ne correspondent pas au nouveau modèle pour les activités de 2023. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel il faut évidemment se montrer rassurant. Les attestations sont bien évidemment obligatoires, donc en principe, l'organisme doit fournir les attestations adéquates, mais pour le parent, il est toujours possible d'utiliser tout moyen de preuve pour justifier de ces frais de garde. Donc, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la bonne attestation qu'obligatoirement, ils ne bénéficieront pas de la réduction. Simplement, ben voilà, ils doivent la mettre à disposition et fournir éventuellement d'autres informations qui seraient demandées par l'éventuel contrôleur dans le cadre du contrôle de ces frais. Je regarde de nouveau les questions. Alors, je vois qu'il y a des questions concernant la mise à disposition du fichier Excel. Tout ça sera mis à disposition sur le site dédié de Belcotax Action Web. Vous aurez dans le PowerPoint les différentes adresses, les différents liens qui vous permettent d'obtenir tous ces fichiers, tous ces outils mis à disposition. D'une manière générale, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui concernent la manière de remplir les attestations liées au nombre de jours, liées aux tarifs, etc. Il faut que vous sachiez, bon, je crois que pour une partie d'entre vous, en tout cas, vous êtes ici dans le cadre d'une séance d'information et donc vous n'avez pas obligatoirement eu l'occasion de prendre connaissance des différentes facs qui ont été rédigées. Sachez qu'il y a eu énormément déjà de questions l'année passée concernant tout ce qui concerne les frais de garde et que la plupart des questions que je peux lire ici sont déjà traitées dans le cadre des facs et du manuel qui a été mis à votre disposition. Donc là, de nouveau, vous trouverez dans le PowerPoint tous les liens qui vont vous permettre pardon, tous les liens qui vont vous permettre d'avoir la réponse aux différentes questions que vous pouvez vous poser. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions, évidemment, qui concernent la rentrée électronique des fiches. Donc ça, on va évidemment attendre que Laurent soit de nouveau disponible pour pouvoir apporter des réponses. J'ai vu aussi qu'il y avait des questions concernant la possibilité de demander le numéro national des parents et des enfants. Vous vous posez la question de savoir si vous pouvez réellement demander ce numéro national. Donc là, ça a été confirmé. Donc les organismes peuvent demander ce numéro national, mais il ne peut évidemment être utilisé que dans le cadre de la rédaction des attestations des frais de garde. Mais il a été confirmé effectivement qu'il y avait cette possibilité de demander le numéro national. Le parent ne peut pas refuser de communiquer son numéro national s'il veut obtenir la fiche qui lui permette d'obtenir la réduction. Qu'y a-t-il d'autre comme question? Je vois, si nous avons plus de 4 périodes, peut-on faire 2 attestations distinctes? La réponse est oui. Euh,
Alors oui, il y a des questions toujours concernant le numéro national. Donc vous vous posez la question de savoir si le fait de ne pas fournir le numéro national, est-ce que vous pouvez laisser les cases vides? Alors, l'idée, effectivement, est de ne pas bloquer la rentrée des attestations en absence du numéro national, mais sachez que pour la rentrée électronique des fiches, s'il n'y a pas de numéro national, automatiquement, les fiches ne seront pas automatiquement attribuées aux parents qui a payé les frais de garde, et donc tous les bénéfices que le législateur a prévus liés à la rentrée électronique, c'est-à-dire le bénéfice de pouvoir avoir une déclaration pré-remplie ou mieux encore une proposition de déclaration simplifiée pour les parents, tout ce bénéfice lié à la rentrée électronique des fiches va tomber. Donc le numéro national n'est pas, on va encore cette année ne pas faire quelque chose de bloquant, mais en tout cas, je veux dire, ça n'a pas tellement de sens de fournir de manière électronique des fiches sans numéros nationaux, étant donné qu'à ce moment-là, nous ne pouvons pas faire on ne peut pas l'attribuer au dossier du parent. Alors, je ne sais pas, je vais voir auprès de mes collègues si au niveau de Belcotax, on a trouvé une solution. Donc, je ne sais pas si on a la solution technique. Voilà, excuse-moi. Okay. Donc techniquement, normalement, je partage mon écran et je suis connecté à Belcotax OnWeb. Donc malheureusement, vu le nombre de participants, il y a quelques problèmes techniques qui sont liés au nombre de participants. Mais voilà, donc ici, on est connecté à l'application. Et donc, vous pouvez continuer l'envoi. Donc, on avait généré le fichier .zip. Vous devez aller dans l'option envoi par fichier, envoi fichier. Donc là, vous choisissez votre fichier donc, dans le dossier où vous l'avez sauvegardé. Hein. Donc ici, c'est ce fichier-ci. Vous pouvez indiquer une adresse email autre. Hein. Donc ça, ce sera une seconde adresse mail en plus de l'adresse mail que nous avons indiquée dans la personne de contact vers lesquelles les accusés de réception seront envoyés. Donc voilà. Vous avez alors une référence d'envoi. Donc cette référence d'envoi est très importante. Donc si vous devez communiquer des informations ou vous avez une question par rapport à votre envoi, c'est cette référence-là que vous devez nous communiquer dans les communications que vous avez avec nous. Donc ça, c'était la première étape hein, donc qu'on a faite, c'est envoyer un fichier XML. La deuxième possibilité, c'était un envoi via l'encodage dans les écrans. Alors ça, vous avez en dessous d'envoi par fichier une option envoi par encodage. Vous sélectionnez écran de saisie. Et vous allez devoir évidemment coder toutes les informations que vous aviez aussi encodées dans le BowConvert, mais d'une façon légèrement différente, qui prend un peu plus de temps. Donc d'abord, vous indiquez les données de la personne de contact. Vous allez voir que par défaut, les données de l'expéditeur, elles sont pré-remplies. Elles sont pré-remplies avec en fait vos données de connexion. Hein. Donc quand vous vous connectez, vous allez être lié à votre entreprise et avec cette entreprise, on aura un pré-remplissage des données. Donc la personne de contact, ici je prends le team Belcotax, j'indique un numéro de téléphone, une adresse mail et vous devez choisir obligatoirement la langue. Vous devez ensuite aller vers les déclarations en sélectionnant liste des déclarations. Voilà, donc là vous allez créer une nouvelle déclaration, ajouter une déclaration et donc une déclaration ça reprend les données de l'organisme de garde. Donc vous allez donner, quand on parle ici il s'agit d'un écran générique des données du débiteur. Vous devez donner les données de l'organisme de garde. Donc, voilà, vous choisissez un organisme, le numéro BCE de votre organisme. Hein. Ici, voilà, je prends un numéro d'entreprise. Vous pouvez cliquer sur « Rechercher ». Si jamais l'entreprise est déjà connue dans le système Belcotax, on aura un pré-remplissage des données. C'est ici bien le cas. Si ce n'est pas le cas, hein, donc vous appuyez sur rechercher et que vous n'avez pas de résultat, ça veut simplement dire que l'entreprise n'est pas encore connue dans Belcotax OnWeb, il n'y a pas encore eu d'envoi dans Belcotax OnWeb pour cette entreprise, et vous devez compléter manuellement les différents champs. Donc, une fois que vous avez complété les données de l'organisme de garde, vous cliquez sur liste des fiches.
Vous choisissez un type de fiche, donc le 280.86 pour l'attestation frais de garde. Ensuite, vous allez compléter l'identification du bénéficiaire. Donc, en commençant par le numéro national, donc j'indique un numéro national fictif et des données d'identification fictives. Vous pouvez choisir une commune et vous choisissez un pays, ici la Belgique. Une fois que vous avez complété les données d'identification du bénéficiaire, donc ici ça veut dire le débiteur des frais de garde. On est encore sur des écrans génériques, hein, donc ici c'est vraiment, vous êtes dans les données du débiteur des frais de garde. Vous complétez les informations spécifiques et là vous allez compléter les données du cadre 1, les coordonnées de l'enfant et les données des différentes périodes. Donc ici, on va supposer qu'on est dans le cas où l'organisme de garde est le certificateur, donc le cadre 1 ne doit pas être complété. Et on va compléter les coordonnées de l'enfant. Hein, donc on va prendre un numéro national fictif et des données fictives. Vous choisissez un pays. Donc ici, je vais prendre la Belgique. Et vous complétez les données de la première période. Hein. Donc là, je choisis une période du 1 au 10 janvier. Je dis qu'il y a 5 jours à 10 €. Ça fait un total de 50 €. Donc, vous allez avoir un montant total de 50 €. Cette ligne-ci aussi est obligatoire. Vous devez reprendre le total des différentes périodes s'il y en a plus qu'une. Voilà, une fois là, vous avez complété toutes les données pour cette attestation. Vous pouvez retourner à la déclaration. Vous faites un retour à la déclaration. Vous pouvez retourner à l'envoi et vous pouvez alors envoyer, confirmer votre envoi. Et là, vous recevez une nouvelle référence. Voilà, donc ça, c'était la deuxième possibilité d'envoi via les écrans. Donc là, je vais retourner à la présentation. Voilà, pour retourner à la présentation. Au PowerPoint. Je vais reprendre le PowerPoint. Voilà, donc je vais reprendre la page appropriée. Voilà, donc j'avais fini la présentation de l'encodage par fichier et de l'encodage l'envoi de l'encodage via les écrans. Donc hein, ça, c'était les deux écrans que nous avons vus. Alors voilà, au niveau des autres informations, on a un certain nombre de pages sur le site de SPF Finance qui vous donnent plus d'informations techniques ou qui récapitulent les différents documents et les différents outils qu'on met à votre disposition. Je vais rapidement les parcourir avec vous. Donc pour cela, je vais partager voilà l'écran. Voilà. Donc, la page générale de Belcotax on Web. Donc, cette page-ci est une page qui vous donne le lien vers toutes les autres pages de documentation de Belcotax et notamment la page documentation technique. Vous avez aussi un certain nombre d'actualités. Il est intéressant de lire les dernières actualités pour savoir connaître la date d'ouverture précise de l'application Belcotax on Web ou d'avoir des informations d'indisponibilité de l'application, par exemple. Donc, ce sera publié dans les actualités. Donc, si vous allez vers la page « Comment accéder à Bow », vous allez avoir les deux options que j'ai évoquées pour pouvoir accéder à Belcotax, donc en fonction du cas,
avec un numéro d'entreprise ou sans numéro d'entreprise. Si on prend le cas avec un numéro d'entreprise, vous avez la brochure descriptive des rôles pour savoir expliquer le processus d'attribution de rôle pour Belko Tax on Web. Si vous allez dans la page sans numéro d'entreprise, vous avez le formulaire qu'il faut nous renvoyer complété pour demander un accès à Belko Tax on Web. Ensuite, on a une autre page qui est très intéressante, c'est la documentation technique. Vous avez un onglet attestation frais de garde. Donc, vous cliquez sur le lien « Comment introduire l'attestation 281.86 ». Sur cette page, vous allez avoir les deux options d'envoi via XML et d'encodage manuel. Vous allez retrouver un exemple de fichier XML, l'outil BOC 86, le fichier Excel que je vous ai présenté. Vous allez aussi avoir un manuel et des vidéos qui récapitulent l'introduction comme ce qui a été fait aujourd'hui. Pour l'encodage manuel, vous avez aussi un manuel qui parcourt toutes les étapes pour faire une introduction via les écrans. Voilà, donc je retourne alors vers le PowerPoint. Comme ceci clôture la présentation des options d'introduction que vous avez pour introduire dans Belko Tax on Web votre fichier. Voilà, et je vais partager le PowerPoint et céder la parole à ma collègue. Là, on va peut-être rester ensemble. Je vais venir en même temps auprès de mon collègue. Donc voilà, bon, donc vous avez eu l'ensemble maintenant des présentations. J'espère que ces présentations vous aideront à permettre à tout le secteur de remplir au mieux ses obligations. Alors, il y a eu pas mal de questions qui ont été posées. Avant de passer aux questions qui ont été posées, je vais quand même vous rappeler deux petites choses. Hein. Donc, mes deux collègues vous ont donné les liens vers les facs, les liens ici vers tous les outils mis à disposition de Belko Tax on Web. Simplement, si pendant la période d'introduction des fiches, vous avez encore des questions, sachez qu'il y a deux adresses mail qui seront disponibles. Donc, l'adresse belkotax on web, donc belkotax@minfin.fed.be, qui vous permettront de poser toutes les questions qui sont liées spécifiquement à l'introduction électronique des fiches. Et puis, une adresse dédiée dont vous trouvez les coordonnées là, donc spoc.passgarde@minfin.fed.be, pour lesquelles vous pouvez poser toutes les autres questions qui sont évidemment non couvertes par les facs. Alors, sachez déjà que cette adresse dédiée, donc spoc.passgarde, sera une adresse pour laquelle vous ne recevrez pas une réponse personnalisée. Elle vous renverra évidemment vers les différents renseignements utiles et nous permettra la mise à jour des facs. Donc, les questions que vous poserez via cette adresse seront analysées. Soit les questions que vous posez sont déjà dans les facs et dans ce cas-là, on vous renvoie vers les facs. Soit ce sont des questions nouvelles et dans ce cas-là, on répondra à travers les facs de façon à ce qu'elles les réponses fournies puissent bénéficier à l'ensemble du secteur. Voilà, donc il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Il nous reste une dizaine de minutes pour répondre à certaines d'entre elles. Donc, comme je vous l'avais dit au départ, on va traiter essentiellement les questions qui concernent Belko Tax on Web. Toutes les questions qui sont des questions plus spécifiques à la manière de remplir les attestations, soit les réponses se trouvent déjà dans les facs, hein, comme je vous le disais, il y a quand même beaucoup de choses. On va évidemment faire une analyse de tout ça et on mettra à jour les différentes facs s'il y a lieu. Donc, on vous joindra sans doute, ce n'est pas encore déterminé, mais on vous joindra sans doute au document qu'on va vous transmettre, donc le PowerPoint. On vous joindra l'enregistrement de la présentation et on vous joindra également sans doute le fichier Excel avec l'ensemble des questions dans lequel on mettra notamment ce qu'on peut retrouver dans les facs. Voilà, donc dans les questions qui ont été posées, Laurent, il y en a certaines qui concernent Belko Tax on Web. Voilà, je vois ici, par exemple, le numéro d'ordre est-il obligatoire? Et il fait référence à quoi? Oui, donc il y a deux choses à distinguer. Donc, il y a le numéro de suite
et le numéro d'ordre. Donc ça, c'est une information qui est dans l'attestation. Donc vous indiquez une référence. Celle-là est facultative. Par contre, le numéro de suite, ça c'est une notion technique de Belcotax on Web qui est obligatoire. Comme je l'ai évoqué, il faut que la numérotation soit continue. Donc vous commencez à 1. Si vous faites un envoi de 1 à 20, mais dans votre envoi suivant, le numéro de suite doit être 21. Et donc ça, c'est vraiment une nécessité. C'est pour éviter que vous envoyez 2 fois le même fichier. Donc ça, c'est une sécurité pour éviter d'avoir des fichiers en double aussi. Par erreur, vous envoyez 2 fois le même fichier, votre deuxième fichier sera refusé. Alors, concernant le fichier zip, on me pose la question de savoir quel type d'outil utiliser. On me pose également la question de savoir s'il ne serait pas plus simple de mettre en ligne un programme qui permette de faire les zips pour que tout le monde utilise le même programme. Donc, vous avez un panel d'outils qui vous permettent de générer des fichiers zip. Donc, il y a de nombreux outils libres et gratuits qui vous permettent de générer un fichier zip. On ne va pas en mettre un spécifique à disposition puisque voilà, ça existe et que c'est facilement accessible. De plus, sur la plupart, sur les systèmes d'exploitation Windows les plus récents, vous avez cette option par défaut sur votre système d'exploitation. Donc, c'est une option que vous pouvez trouver. Donc, c'est pas prévu qu'on mette à disposition un outil propre au SPF Finance pour générer un fichier zip. On me demande si, mais ça, la réponse va être vite dite, si BoConvert est gratuite, si c'est une application gratuite. Oui, c'est gratuit. Et on nous demande dans quel cas tu conseillerais d'utiliser l'envoi par encodage. Donc, s'il y a un nombre limité de fiches, c'est probablement plus facile de le faire via l'envoi par encodage. Certainement, voilà, si on a, oui. Je dirais qu'une fois qu'on dépasse les 30 fiches, l'outil BoConvert est quand même certainement celui à privilégier parce que vous avez vu avec moi que introduire une fiche, voilà, prend un certain temps. S'il faut répéter ça 50 fois, ça commence à devenir long. C'est plus rapide de compléter au fur et à mesure un fichier Excel ou directement le BoConvert. Le tableau du BoConvert, je ne l'ai pas fait, mais peut être complété directement. Et ça permet aussi de pouvoir commencer plus tôt l'encodage, puisqu'on ça ne nécessite pas l'ouverture que Belcotax soit ouvert. On nous demande aussi, quand on a envoyé les données via un fichier zippé, est-ce que si par la suite on a oublié une fiche, on peut éventuellement travailler par encodage pour les... Ouais, donc les deux méthodes ne sont pas du tout incompatibles. On peut envoyer une partie, un premier envoi via fichier XML et puis faire un encodage via les écrans et puis de nouveau envoyer un XML. Donc il n'y a rien elles sont totalement complémentaires, ces méthodes. Alors, on nous dit que donc on dit notre encodage est effectué par des membres non statutaires de la SBL. Peut-on s'identifier sur Belcotax autrement que via ITSMI ou la carte d'identité? Il y a possibilité via mail, il faut un code, des codes de sécurité, mais c'est des procédures un peu plus. Il faut demander l'accès alors au niveau BOSA pour pouvoir donc les tokens ne sont plus possibles. Par exemple, ça c'est une possibilité de connexion qui est totalement supprimée. Mais pas spécifiquement pour Belcotax, pour de nombreuses applications au niveau du SPF Finance. Donc ça, c'est remplacé par d'autres options. Donc il y a moyen, mais ça nécessite de faire le nécessaire au niveau du moyen d'accès. Okay. Comment savoir si on est repris dans les organismes de garde certificateurs? Est-ce que c'est une question à laquelle tu sais répondre? Ça, je crois que c'est plus une question. Éventuellement, réexpliquer les numéros de division. Oui, voilà, au niveau des numéros de division, c'est
pour un numéro d'entreprise dans Belcotax et un numéro de division défini, donc ça pourrait être pas de numéro de division, on a uniquement une seule information au niveau du nom et de l'adresse qui va être enregistrée. Donc, quand on a plusieurs établissements qui utilisent le même numéro BCE, on peut avoir envie qu'il y ait plusieurs noms qui s'affichent. On peut avoir envie d'avoir, par exemple, s'il y en a un BCE, comme j'avais pris comme exemple, commune, école, crèche, la crèche qui envoie ses fiches veut peut-être que sur ses fiches, il apparaisse crèche de Bruxelles, hein, prenons un exemple fictif, et son adresse spécifique à elle. Seulement dans le système Belcotax, hein, si on envoie les fiches sans aucun numéro de division, la commune qui va après envoyer ses fiches de rémunération va aussi voir apparaître sur ses fiches crèche de Bruxelles, ce qui n'est évidemment pas le but. Et donc, pour éviter ce problème-là, on demande au niveau du BCE, hein, de ce numéro BCE, qu'il y ait une coordination, donc qu'on détermine tel établissement a tel numéro de division. Comme ça, chaque établissement a ses propres données qui seront affichées sur ses fiches et pas les données de la crèche pour la ville ou inversement. Je vois qu'il y a encore des mains qui se lèvent, hein. Vous comprendrez que vu que le nombre de participants ne sait pas répondre on ne sait pas vous donner la parole, hein, ce n'est pas prévu dans le cadre d'un webinaire. Donc simplement, renseignez vos questions dans la conversation et on y donnera suite, hein. Donc, encore quelques questions. J'ai vu, est-ce que BoConvert est compatible avec Mac? Non. Donc BoConvert fonctionne uniquement sur Windows. D'accord. Et puis, je vois encore une question très technique ici. Comment faire l'encodage via fichier si on fonctionne sous Linux ou avec LibreOffice? Encore une fois, ça ne fonctionne que sous Windows, donc on n'a aucune distribution de Linux ou de Mac qui est supportée par l'outil. Alors, j'ai encore une demande. Je pense que ça a déjà été dit, mais peut-être un petit rappel. À partir de quelle date peut-on envoyer les fiches? Donc, Belcotax s'ouvre tout début février. Donc, via la page d'actualité que j'ai montrée, vous allez avoir la date précise qui sera publiée un peu plus tard dans l'année. Donc, c'est début février. Il y a pas, la date d'ouverture exacte n'est pas encore connue aujourd'hui. Alors, je vois une question ici qui est plus pour moi, mais quand on a envoyé le tout à Belcotax en web, doit-on encore donner un format papier aux parents? Vous devez donner un format aux parents, qu'il soit papier ou électronique, mais en tout cas, les parents doivent disposer d'une attestation. Ça, c'est quelque chose qui est important. Que dans le cas d'une ASBL qui reprend un mouvement de jeunesse, donc qui organise des camps, et un organisme qui organise des plaines, faut-il deux divisions différentes? Pour l'ASBL a à la fois un mouvement de jeunesse et qui organise des plaines. Bah, le numéro de division, en tant que tel, c'est surtout pour vous. C'est plus facile pour vous de vous y retrouver. Puis si vous envoyez des fiches indépendantes, vous allez avoir un nom différent qui va apparaître sur les fiches, pour autant que vous encodiez des noms différents, évidemment. Et ça vous permet d'utiliser aussi des numérotations pour les numéros de suite qui est différent. Donc ça, je ne l'avais pas précisé, mais ça veut dire aussi que s'il y a une ASBL et une plaine, enfin, ou un mouvement jeunesse et une plaine qui envoient toutes les deux des fiches, elles peuvent le faire indépendamment l'une de l'autre. Si elles ont deux numéros de division différentes, elles peuvent tous les deux commencer leur numérotation à 1. Si jamais elles utilisaient le même numéro de division, elles devraient se coordonner au niveau des numéros de suite, ce qui est plus compliqué. Donc, c'est pas un problème de créer un numéro de division en plus. Donc, il vaut mieux utiliser un numéro de division en plus, ça ne pose jamais un problème. Et dans ce cas-là, je recommanderais plutôt d'utiliser deux numéros de division, effectivement. Ok, merci Laurent. Il y a encore quelques questions, hein. Donc, comme je vous le disais, ce qu'on vous propose, alors, c'est de vous envoyer ce fichier Excel. On apportera sans doute encore des compléments d'information. Mais on va devoir donc clôturer notre webinaire maintenant. Donc, il me reste à vous remercier de l'attention que vous avez portée à ces différentes présentations. On espère que tous les efforts qu'on fait pour vous permettre de remplir au mieux ces obligations vous permettront de le faire et que à l'avenir, effectivement, on pourra
avoir le bénéfice de toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer dans le cadre de ces rédactions d'attestation. Et le bénéfice, c'est évidemment au profit des parents, puisqu'on espère cette année pré-remplir. L'année passée, on n'avait pas pu le faire, mais cette année, on va pré-remplir le code relatif aux frais de garde. On va normalement avoir des propositions de déclaration simplifiée qui reprendront ces attestations, mais en tout cas, le pré-remplissage est prévu. Donc voilà, merci beaucoup et on vous souhaite une bonne journée. Voilà, merci bien. Bonne journée.